Eh bien, bonsoir à tous. Dans cette visio spéciale Semaine de la mixité, bienvenue à tous et à toutes. Donc, au nom de l'échiquier grenoblois, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je suis très content que la commission mixité de la FFE ait donc retenu cette idée de visioconférence. Ça permet de ne pas faire qu'un événement local, mais de pouvoir toucher plus de monde. Donc, vous verrez, on a des intervenants de qualité et des intervenantes, bien sûr. Du coup, l'idée, ça sera de poser quelques bonnes pratiques, d'avoir un échange. Donc, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez intervenir par le biais du chat uniquement. Sachez également que c'est enregistré et que donc vous aurez accès au replay de cette visioconférence. Donc, dans l'immédiat, je vais passer la parole à Isabelle Billard, qui est présidente de l'échiquier grenoblois, qui est aussi donc du coup présidente de la commission mixité de la FFE. Voilà, donc Isabelle qui nous présentera également les autres participants. Isabelle, c'est à toi. Merci Frédéric. Donc bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, j'ai deux casquettes, mais je vais très peu utiliser l'une comme l'autre. Je suis là pour écouter surtout et présenter d'abord un tout petit peu. Donc la commission mixité prend le relais sans en être l'émanation directe de la Direction nationale des échecs au féminin. Elle a été créée en juin 2021 sous l'impulsion de la nouvelle présidence de la FFE. Vous trouverez la lettre de mission sur le site de la FFE au secteur mixité du site web. Globalement, il faut, dans notre lettre de mission, que nous nous emparions de tous les sujets qui peuvent avoir trait à, disons, pour faire large, du sexisme ordinaire dans la FFE au problème de la mixité des championnats de France jeunes, en passant par tous les autres problèmes, toutes les autres questions qui pourraient intervenir et avoir un lien avec la mixité ou la parité. Alors, la commission est actuellement composée de 7 membres, plus 3 personnes qui nous ont rejointes il n'y a pas longtemps. Ça fait 5 hommes et 5 femmes. Et nous avons commencé des travaux, donc vous trouverez les résumés sur les comptes rendus qui se trouvent sur le site web. Alors, dans le cadre de ces travaux, la commission a pour l'instant décidé de transformer, pour l'instant à minima, la semaine des échecs au féminin en une semaine mixité, en gardant un certain nombre de choses communes avec la semaine précédente, c'est-à-dire un appel à projet avec une centaine d'euros pour les projets retenus. Pour le reste, évidemment, on espère que les clubs vont s'emparer de ce nouveau sujet de la mixité. Et dans ce cadre-là, le club de Grenoble est un des clubs candidats qui a été retenu et je dois dire avec grand plaisir que c'est certainement le projet le plus large, celui qui avait vraiment une dimension nationale, au lieu d'avoir des dimensions uniquement locales. Je ne veux pas dire que les autres clubs qui ont proposé des animations particulièrement intéressante et qui, j'espère, permettra de susciter des idées sur l'ensemble du territoire, parce que c'est essentiellement de ça dont nous avons besoin. Alors, pour les idées et pour la discussion, nous avons donc Sonia Bogdanovski, qui est la nouvelle présidente, enfin, pas si nouvelle que ça, puisque ça fait 2 ans maintenant, que tu es présidente de l'association Échecs et Mixtes, dont j'ai aussi le plaisir d'être membre. Et donc, à ce titre, l'association a, depuis de nombreuses années, participé au débat sur un blog qui est, comment dire, pas vindicatif, mais, comment dire, poil à gratter, pour reprendre une expression de Route 64. Et puis, monsieur Wittmann, qui est président de l'échiquier de Saint-Maur, et qui a aussi des tas d'initiatives dans son club que nous avons trouvées extrêmement intéressantes et qui pourra donc nous en parler pour expliquer les bonnes pratiques ou les bonnes idées pour donc attirer les femmes dans les clubs d'échecs. Bien évidemment, Frédéric Chaumier, qui est l'instigateur, le promoteur et
le responsable de ce projet, qui je vais évidemment rendre la parole. Voilà. Merci à vous. Eh bien, merci Isabelle. Et puis, on doit excuser Aude Soubrier qui devait se joindre à nous, qui est donc joueuse de compétition et puis également formatrice. Donc, son expérience aurait été utile. Malheureusement, voilà, elle a eu quelques soucis de santé aujourd'hui et donc, du coup, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais bon, on pense fort à elle et on espère qu'elle aura l'occasion de reparticiper à de telles manifestations. Du coup, on a prévu de commencer par vous diffuser un petit support pour essayer un petit peu de planter le décor avec quelques slides d'abord concernant plus les échecs et ensuite on va parler d'une étude récente du ministère des Sports. On est donc en pleine actualité. Donc vous savez que tous les mois sur le site de la FFE, on va retrouver les licences par catégorie. Et donc, qu'est-ce qu'on constate donc au 1er mars 2022? C'est qu'on a donc 22 000, par exemple 339 licences A hommes et 3 698 licences femmes. Ah, donc 16%, du coup, les licenciés femmes représentent 16% du total des licences A. Et pour les licences B, on a 5 624 du coup licences B femmes contre 15 127 hommes. C'est-à-dire qu'on a là cette fois-ci 37%, les femmes représentent 37% des licences B. Donc c'est déjà une indication. Beaucoup plus de femmes licenciées B que A. Alors pourquoi? Est-ce que le prix, du coup, bien sûr, est plus attractif? Est-ce qu'il y a une explication? On posera la question à nos animateurs tout à l'heure. Si on regarde justement le camembert, on voit bien que là, si on a une répartition par catégorie, on voit que c'est dans les petites catégories, sans surprise, en fait, que on a une surreprésentation en fait, en quelque sorte, puisqu'on est en 21% petite poussine, 23% poussine et pupille 18% à peu près. Ensuite, ça diminue beaucoup au niveau benjamine minime, cadette, et par contre, bon, senior, ça remonte, puis vétéran 4%. Du coup, également, si on ne parle pas que des joueuses, hein, parce que ça va être peut-être un aspect de la discussion de ce soir, au niveau responsable de club, eh ben, on a à peu près 9,83% de femmes. Bon, ça, ce ne sont pas des chiffres qui sont extrêmement récents, mais qui restent à peu près valables, hein, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. En formateur, formatrice diplômée, eh ben, on est à peu près à 9%. Et en arbitre fédéral, on en est à 8,52% de femmes. Ah, sur les arbitres, faut quand même préciser que dans la catégorie arbitre jeune, on a beaucoup plus de filles. Enfin, on a 40% de filles à peu près. Mais je crois que ça joue aussi, enfin, c'est des choses qu'on peut prendre à l'option échec du bac, des choses comme ça. Mais c'est la seule catégorie des arbitres où on a une proportion de femmes qui est tout à fait correcte, les arbitres jeunes. D'accord, merci Sonia. Et bon, du coup, après ces quelques chiffres de la FFE, j'ai voulu vous répercuter donc une étude très intéressante qui vient juste de sortir, une étude du ministère des Sports qui fait le point justement sur les avancées relatives à la féminisation. Donc il y a un dossier de presse sport au féminin qu'on peut retrouver sur le ministère du Sport et que l'échiquier grenoblois mettra à disposition également sur son site. Alors quels sont un petit peu donc du coup les chiffres clés? On voit qu'il y a une pratique licenciée, enfin hein, pour les féminines, en léger recul, donc en 2020, dû bien évidemment à la crise sanitaire, hein, probablement. Par contre, donc un sursaut en 2021, puisqu'on est donc à 6 millions de licences
femmes qui ont été délivrées donc en 2020 contre 6 385 000 en 2019. Donc comme je le disais, c'est une baisse un peu qui est imputée à la crise sanitaire. Donc ça, c'est tout sport confondu, hein, bien sûr. Hein. Donc, ce qu'on sait, c'est que le nombre de licenciés a varié de manière vraiment très différente selon les disciplines. Il y a des disciplines qui ont beaucoup plus souffert que d'autres. Et vous voyez, bizarrement, je veux dire, c'est des fédérations de rugby à 13, de pentathlon moderne et de natation qui font partie des fédérations qui ont justement connu une augmentation assez conséquente des licenciés, c'est-à-dire autour de 10%. Également, un élément important en ce qui concerne évidemment tout ce qui est instance, c'est bien la féminisation quand même progresse au fur et à mesure des années, tout simplement parce qu'il y a quand même une volonté a priori du ministère du sport via donc l'Agence nationale des sports d'accompagner justement les femmes non seulement dans la pratique, mais dans l'accès donc aux responsabilités donc électives, et puis également des postes importants comme les postes d'encadrement technique. D'ailleurs, si on regarde, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, on n'avait aucune femme à la présidence d'une fédération sportive, ben, c'est plus le cas, hein, puisqu'on en a à peu près 19. Donc là, vous avez la liste. Alors, je ne sais pas si c'est tellement visible, hein, mais il y a des grosses fédérations comme le ski, où donc il y a des femmes qui viennent d'accéder à la présidence de la fédération. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez encourageant, même si, bien sûr, hein, on est loin, 19, c'est pas la moitié de la totalité des fédérations, mais il y a quand même un mouvement de fond qui est quand même à noter et qui est quand même source d'espoir. Et puis, pour la partie justement DTN, donc plus technique, bon là aussi, on en trouve 14 DTN femmes, dont certains avec des sports quand même qui ont pas mal de licenciés. Hein, je pense à l'équitation, notamment course d'orientation, cyclotourisme. Donc 14 DTN, dont 7 dans des fédérations qui sont olympiques. Et ensuite, donc, si vous voyez le petit diagramme, on voit bien qu'il y a une évolution, en fait, depuis 2009, de la féminisation dans les instances des dirigeants de fédérations. Donc, on est parti de 20% et on arrive à peu près à 35% à peu près. Donc, c'est quand même une progression notable. Et quand on voit également pour les postes dans les bureaux, président, trésorière et secrétaire général, là aussi, on démarrait de bas, hein, 10-15%, et on arrive finalement à une progression. Alors ça a été long, puisque c'est plus de 20 ans, enfin presque 20 ans, mais c'est quand même un mouvement qui est quand même à signaler. Alors ça, évidemment, c'est valable pour des fédérations, pas forcément encore pour la Fédération française des échecs. Alors ça sera peut-être un peu l'objet du débat par la suite. Alors dans cette étude, il y avait bien sûr des statistiques, c'est celle qu'on vous a présentée. Et puis, il y a quand même des pistes qui sont intéressantes. Donc là, comme c'est sur une seule diapo, j'ai juste synthétisé les principaux axes hein, qui ont été développés par le ministère. Enfin, c'est leur plan. Hein. Mais pour avoir vraiment l'intégralité de l'étude, vous pouvez aller sur le ministère des Sports. Et encore une fois, donc, on mettra, nous, le lien sur notre site. Du coup, quelles sont les pistes ? Vous savez qu'il y a une loi qui, enfin vous savez, vous ne savez pas, hein, qu'il y a une loi qui date du 4 août 2014 qui justement voulait développer la mixité dans les instances et dans la gouvernance. Donc l'idée c'est de renforcer justement les dispositifs de cette loi pour renforcer la gouvernance et le rôle des femmes dans tous les échelons de pouvoir et de décision. Également, il y a un plan pour
développer tout ce qui est féminisation des fonctions arbitrales et techniques. Donc là, peut-être que Isabelle, tu pourras nous dire ce qu'il en est, hein, puisque je crois que justement, on est arrivé, nous, à la mixité pour un championnat, je crois que c'est le championnat des jeunes à Agen, si je dis pas de bêtises, donc c'est historique, hein, c'est une première fois, ça n'a pas été évident, et c'est grâce à l'effort de plusieurs personnes, et de toi notamment, pour arriver à ce joli résultat. Également, un des axes importants, hein, c'est de créer un environnement sûr, notamment la prévention des violences, et que, bien sûr, les femmes puissent pratiquer leur sport sans problème. Ça, c'est quelque chose que la Fédération française des GIEC a fait un travail aussi là-dessus. Si jamais d'ailleurs la FFE obtient la délégation qui est un petit peu dans les tuyaux, on l'espère tous, il va y avoir des exigences absolument à remplir dans ce domaine-là, d'honorabilité de tous les intervenants, de tous les responsables d'ailleurs, à tous les niveaux, et donc ça va permettre de créer peut-être un environnement qui sera plus favorable justement pour aider à une meilleure mixité. Et puis également, c'est améliorer les conditions de la pratique sportive féminine, donc notamment en essayant de faire des efforts pour les femmes qui sont en situation de maternité, pour favoriser la reprise et puis pouvoir à la fois gérer ce moment-là et plus la pratique sportive, notamment pour les sportives également de haut niveau. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur, répercuter du coup sur cette étude qui est vraiment très intéressante et puis qui est d'actualité, hein, du coup, puisque vous la retrouvez, c'est une étude de fin février qu'on va retrouver sur le ministère des Sports et qui donne vraiment un état des lieux actuel, plus des pistes à creuser pour les domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire comment favoriser du coup les joueuses, enfin comment amener plus de joueuses globalement dans le monde sportif. Alors peut-être justement faire un petit tour de table, qu'est-ce que ça vous inspire? Avant de vous demander concrètement, vous, un petit peu expliquer un petit peu votre rôle, quel était votre rôle depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça vous inspire ça déjà? Par exemple, Marc? Alors, moi déjà, j'ai appris et je suis ravi que Agen serait mixte alors. C'est l'équipe d'arbitrage ou c'est l'équipe d'arbitrage. D'accord, ah ok. Bon, on n'est pas encore aux joueurs, mais on espère un jour peut-être. On y travaille. Alors, moi, déjà, ce que je vois là, et je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes, il faudra discuter de deux points différents, c'est les jeunes filles et les femmes débutantes. C'est deux approches différentes et deux problématiques différentes. Les jeunes filles, dans les stats que tu nous as montrés, on voit que petite poussine, pupille, c'est environ un quart des licenciés. Et ensuite, ça s'effondre. Ça devient quasi à peu près 10%, ensuite Benjamin, minime et au-dessus. Donc la première question, c'est de se dire pourquoi à 12-14 ans, les filles arrêtent de jouer. Plus que les garçons. C'est-à-dire que c'est surtout ça. Alors j'ai pas la réponse, hein, il y a l'adolescence forcément, il y a des choses comme ça. On peut pas jouer là-dessus, on peut jouer sur certaines choses. Moi, dans le club de Saint-Maur, on a essayé vraiment de créer le sentiment que j'ai. Après, Sonia, Isabelle pourront partager, elles ne sont pas forcément d'accord, mais c'est que les jeunes filles ont plus de plaisir à se retrouver entre elles, avec des filles aussi, que forcément la passion du jeu. Et l'envie de gagner à tout prix, c'est pas trop ce qui les anime. Par contre, elles sont ravies de jouer avec d'autres filles, de créer des groupes. Donc,
nous, ce qu'on a fait, ça a bien marché, c'est qu'on a créé un cours pour les débutantes, que entre filles, durant le confinement, d'abord en distanciel, puis en présentiel. Ça a très bien marché. Il y avait une dizaine, quinzaine de filles qui venaient au club entre elles et qui créaient un peu en groupe. Faut le faire, par contre, il faut le faire juste un temps. L'idée, c'est pas de faire que ça, mais au début, déjà créer un groupe, montrer qu'il y a d'autres filles et pas tout de suite le mettre dans un cours où il y a 15 garçons et une fille. Créer ce côté plaisir de voir d'autres filles, de discuter, de jouer et créer une amitié qui va durer ensuite et où elles vont s'encourager à rester après. Nous, on a la chance d'avoir encore des benjamines, des minimes, parce elles sont copines depuis très longtemps et elles sont contentes de jouer ensemble. Je suis convaincu que s'il y en avait eu qu'une et pas 4 ou 5, elles auraient arrêté. Mais elles sont plusieurs. Donc il faut arriver à créer voilà, créer ce groupe, ce plaisir de se retrouver plus que chez les garçons qui ont côté, alors même si je suis désolé, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu vrai, mais côté plus guerrier, on veut gagner sur l'échiquier. Les filles, on le sent moins. Par contre, il y a ce côté retrouver, voilà, retrouver ensemble. Je pense que c'est un axe important et qu'il faut développer chez les plus jeunes. Après, sur les adultes débutantes, c'est très intéressant aussi. Alors là, encore une fois, hein, je parle de ce que j'ai constaté. Je ne sais pas si ça fait plaisir ou pas, mais c'est ce qui les femmes débutantes, la première chose qu'elles nous disent quand je leur parle de jeux aux échecs, elles disent c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Tout le temps. C'est de l'auto-censure. J'y arriverai pas, c'est trop dur. Et là aussi, en fait, elles ont peur de se retrouver ensuite entourées d'hommes qui jouent forcément mieux qu'elles. Elles auront aucune chance. Donc elles s'auto-censurent. Ce qu'on a fait là aussi, c'est qu'on a profité du confinement aussi pour créer un cours en ligne. Parce que l'autre chose, c'est que souvent des mamans, c'est plus difficile de les emmener dans le club. Il faut se déplacer, tout ça. Donc, le cours en ligne a énormément plu. On a créé un cours en ligne. On a eu jusqu'à 25-30 participantes à ces cours en ligne. Et c'était de la même façon, c'était un bonheur pour elles de se retrouver entre elles, de voir qu'il y avait d'autres femmes, toutes débutantes. Il n'y avait pas de gêne, pas de honte. Elles étaient toutes en train d'apprendre. Elles n'avaient pas l'impression d'être plus nulles que les autres, entre guillemets. Et donc, elles ont pris plaisir, elles ont appris à jouer. Et après, petit à petit, on les a amenées à la compétition. Donc, on a créé avec le club d'Orsay, là, une rencontre sur Lichess par correspondance. Donc, pas de pression de temps, de compétition. Il n'y a aucun enjeu. C'est juste on joue aux échecs, on joue sur une semaine. Et ça leur plaît beaucoup. Ensuite, on a créé des petits tournois, des fêtes du club, où on les a fait jouer juste entre elles, dans un petit tournoi entre elles en présentiel. Là aussi, c'est le côté, on est là pour s'amuser, plaisir de se voir, on ne veut pas gagner, on ne veut pas se faire massacrer. Et petit à petit, ça fidélise. Aujourd'hui, on a environ 70 adhérentes entre les filles et les femmes. C'est entre 25 et 30% de nos adhérents par rapport aux 15-16% que vous citiez. Et derrière, forcément, ça entraîne une spirale positive. Parce que les mamans sont les premières prescriptrices après, pour les autres, en disant, regarde, moi j'y arrive, jamais je pensais que j'y arriverais, j'y arrive. Et donc, ça désinhibe derrière. Mais c'est très progressif, et je pense qu'il faut surtout pas faire, où c'est très dur, c'est les plonger directement. Je vais être un tout petit peu caricatural encore, mais le club le vendredi ou le samedi soir avec 6 bonhommes qui jouent au blitz en hurlant et une femme qui arrive, elle va se retourner, elle va partir en courant.
Donc il faut, là aussi, il faut y aller progressivement, il faut les monter en confiance, et ensuite ça fonctionne plutôt bien. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que Sonia, si tu partages ou. Je partage plutôt parce que, bon, on aimerait penser que ça va être tout pareil pour les hommes et pour les femmes, etc. Mais voilà, quoi, il se trouve que dans le monde dans lequel on vit, quelles que soient les raisons, il y a des grandes tendances qui font que les femmes font telle ou telle chose et des grandes tendances qui font que les hommes font telle ou telle chose, quoi. Et moi, je me dis que bon, moi, je suis entrée dans un club d'échecs il y a 20 ans, je n'ai pas du tout joué quand j'étais petite, des choses comme ça. Moi, arriver dans des clubs d'échecs qui étaient très majoritairement masculins, ça ne me gênait pas, mais je peux comprendre que ça gêne pas mal de femmes. Et il y a le fait aussi, quand des hommes sont entre eux ou quand des femmes sont entre elles, il y a des choses des habitudes qui se développent, des trucs comme ça, et on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément adapté pour quelqu'un de l'autre genre qui arrive. Moi, je veux dire, les premières années dans des clubs d'échecs, ça m'est arrivé d'entendre des grosses blagues sexistes. Je me souviens d'un joueur du club où j'étais, qui était un vieux monsieur, qui est un ancien taxi parisien, qui à chaque fois qu'il partait le soir du club, donc il y avait que des hommes et moi, et il partait toujours en disant « Allez, salut les filles !» et des trucs comme ça où « Ok, faites-le entre vous les mecs, mais pas devant moi, quoi ». Ou même le simple truc d'avoir du papier dans les toilettes, c'est bien aussi, enfin voilà. Et moi, je trouve beaucoup de gens, enfin beaucoup d'hommes qui me disent « Mais non, il n'y a pas de problème, elles n'ont qu'à venir, les femmes », et qui ne se rendent pas compte que, à force d'être un milieu d'hommes, ça devient un milieu adapté aux hommes. Et qu'il faut faire une adaptation dans l'autre sens si on veut plus de licenciés, sachant que les clubs, comme la Fédération française, a vraiment une marge de progression sur les licences femmes, quoi. C'est pas seulement l'idée de vivre en mixité, des choses comme ça, c'est aussi simplement que, voilà, si on veut développer les échecs, il y a beaucoup à voir de ce côté-là. Et effectivement, comme on l'a vu dans les chiffres, il y a beaucoup plus de licences B. Je ne suis pas sûre du calcul. Enfin, moi, j'avais calculé autrement. J'avais calculé 14% de femmes qui ont des licences A et 27% qui ont des licences B. Enfin, 27% des licences B sont détenues par des femmes. Et on avait eu une rencontre à Échecs et Mixtes avec José de Souza qui a fait une étude sur ce qu'on appelait la féminine, enfin ce qu'on appelle toujours la féminine en national. Et il nous expliquait, ce que m'ont expliqué d'autres chercheurs, que les femmes sont en grande tendance toujours, moins dans la compétition et plus dans la convivialité. Ce qui, à mon avis, explique qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui ont des licences B. Enfin, il y a quand même plus, au chiffre absolu, il y a quand même plus de femmes qui ont des licences B que de femmes qui ont des licences A, alors que chez les hommes, c'est l'inverse, quoi. Et que je pense que le fait que les femmes aiment la convivialité, ça doit être une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'après, si elles veulent rester dans quelque chose de strictement convivial, jouer avec des copines, c'est très bien pour elles. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'elles aient la possibilité de voir si la compétition, ça leur plaît. Et peut-être en leur proposant la compétition d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que moi, je vais prendre mon cas personnel qui est peut-être représentatif que de moi, mais j'ai la sensation que, en fait, par exemple, j'ai fait du taekwondo et j'ai le même problème, j'ai beaucoup de mal à affronter quelqu'un que je n'aime pas. Moi, on m'a toujours dit que les grands joueurs d'échecs, la plupart ont besoin de détester l'adversaire, au moins momentanément quand ils jouent. Mais moi, c'est tout à fait le contraire, en fait. Et quand je joue contre quelqu'un que je n'aime pas, j'ai beaucoup de mal. Et il faut que je me concentre sur l'idée que je joue contre les pièces et que je cherche à faire une belle partie.
et je ne suis pas dans l'idée de faire de la compétition pour gagner, mais pour faire une belle partie. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça d'une autre vision de ce qu'est la compétition. Voilà, moi, j'ai pas envie de me dire que j'ai dû me mettre dans la tête que si je gagne contre quelqu'un, ça n'a rien de méchant. Voilà, on peut très bien être amis avant la partie, amis après la partie, et jouer en se respectant et tout. Et ça n'est pas quelque chose d'offensif. Enfin, voilà, j'ai mis vraiment du temps à comprendre ça parce que je me souviens très très bien, j'ai un souvenir marquant de la première partie de compétition que j'ai faite parce que j'étais dans un club où c'était l'époque de la féminine en nationale, donc ils offraient la licence A. Moi, j'étais venue juste pour une licence B au départ. On m'a demandé de rendre service, de jouer, et je me souviens très très bien de ce moment au début de ma première partie en nationale où tout d'un coup, j'avais l'impression de me voir penser, enfin, j'avais l'impression que le monde devenait beaucoup plus vaste et c'était extrêmement agréable. Mais simplement, voilà quoi, il a fallu que, au départ, j'étais venue pour être face à quelqu'un, pour l'aspect convivial. Et j'ai découvert que ça me plaisait vraiment, mais il y a vraiment eu au départ cette porte d'entrée, disons, de l'aspect convivial, humain. Et c'est pour ça, pour résumer, que à la base, dans l'absolu, moi, quand on me parlait de faire des cours spéciales femmes aux échecs, en théorie, ça me choquait. Et je pourrais très bien comprendre que ça choque des gens qui n'ont pas l'habitude des clubs d'échecs, tout comme le fait qu'il y ait des compétitions féminines. Je connais plein de gens à l'extérieur des clubs d'échecs qui sont très choqués par ça. Et en y réfléchissant depuis un an ou deux, je me dis que oui, des cours spécialement pour les femmes, si c'est un moment, si elles ne restent pas toute leur vie dans une réserve naturelle, ça peut être très bien pour arriver vers les clubs. Non, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi, et j'ai insisté là-dessus, il faut que ce soit temporaire, mais je pense que c'est une bonne façon de faire. Après, là, j'en profite, Isabelle. Moi, je pense que la convivialité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les femmes en particulier. Et aujourd'hui, les clubs, la fédération, je trouve, ne proposent pas de choses vraiment conviviales. On est soit dans la compétition, ou voilà, on joue de 9h à 14h et de 14h30 à 19h, et après on analyse et on fait que ça. Mais on n'a pas de choses peut-être qui sortent aussi un peu des échecs, où on fait des échecs, on fait peut-être autre chose, où on prend un temps de discussion, un temps d'échange, un temps de jeu. Voilà, quelque chose de beaucoup plus convivial et qui, je pense, séduirait plus un public féminin. Voilà. Et aujourd'hui, ça manque. Pareil, nous au club, on essaye vraiment de proposer des temps de convivialité où les échecs, entre guillemets, c'est presque une excuse. C'est presque secondaire. C'est d'abord la convivialité, le plaisir de se retrouver. On va faire un barbecue, on va faire peut-être un petit tournoi, mais au vert, dans un centre de vacances, des choses comme ça. Mais c'est d'abord le plaisir de se retrouver, de faire des choses, et les échecs sont une excuse et une activité. Mais il faut peut-être arriver à sortir un peu de ces tournois 100% échecs où si on n'est pas à fond dedans, on se retrouve vite un peu largué et un peu désintéressé. C'est peut-être un axe à travailler, alors, sur plein de pistes, échec et art, échec, on peut imaginer plein de trucs, mais je pense que voilà, les échecs, c'est pas que la compétition. Et en particulier, voilà,
femmes, en plus adultes, débutantes, c'est pas ça qui les intéresse. Elles vont, voilà, c'est un moment de convivialité, un moment de plaisir, on joue, c'est assez drôle d'ailleurs, mais ça c'est bon, moi je joue depuis tout petit, donc je me rends pas trop compte, mais c'est vrai que quand elles font une partie de 15 minutes, 20 minutes, quand je discute avec elles après, elles sont fatiguées. Ça les a fatiguées une partie d'échecs. Et donc elles ont besoin de faire un peu autre chose à côté. Voilà, elles sont fatiguées. Donc on va pas leur en faire 6, 7 d'affilée. Elles ont envie d'autre chose. Et après, elles en referont peut-être une après. Et puis elles gagnent, elles perdent, peu importe. Voilà. Oui, Marc, donc merci là pour tout ce que vous avez dit, Sonia et Marc, hein, ça me semble très juste. Alors, il y a une question qui était arrivée justement avant la visio. C'était un responsable de jeunes de Club Haute-Savoie qui nous disait en fait que ça marchait très bien, lui, son niveau dans les échecs scolaires, c'était vraiment, même la mixité, il y avait même plus de filles que de garçons. Et par contre, c'était pas du tout le cas dans son club, dans les jeunes catégories. Donc, qu'est-ce qui fait en fait que ça marche bien, par exemple, à l'école, et qu'il y a un petit souci lorsque on se retrouve en club? À votre avis, pourquoi ce phénomène? Est-ce qu'on en revient à ce phénomène de convivialité? Est-ce qu'il y a un problème de l'accueil, un accueil spécifique peut-être à développer dans les clubs? Qu'est-ce que vous en pensez? Sonia, par exemple? Ben, je ne sais pas exactement. Je me dis qu'il y a peut-être aussi quelque chose à voir du côté des parents, parce que si c'est une activité à l'école pour laquelle il n'y a pas à se déplacer, il n'y a pas à créer un horaire, il y a peut-être le fait que simplement les parents vont moins, soit emmener les filles, soit qu'elles vont moins le réclamer. Il y a peut-être des choses comme ça. Il y a le fait que si c'est à l'école, c'est sans doute aussi quelque chose, on va dire, de relativement naturel dans le jeu de l'école, que les filles auront peut-être moins comme activité cette idée-là. Enfin, moi, je sais que j'ai joué un peu quand j'étais petite, mais j'aurais jamais eu l'idée qu'il existait ne serait-ce que des clubs d'échecs. Il y a peut-être quelque chose comme ça, je ne saurais pas dire exactement. Il y a une tradition de pères qui apprennent à leur fils à jouer aux échecs, etc. J'ai eu des copains qui jouent aux échecs, mais leur sœur ne savait pas, parce que leur père avait appris qu'au fils. Donc peut-être des choses comme ça, mais c'est vraiment des hypothèses. Ouais, je pense Marc? qu'il y a, ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un peu, malheureusement, encore un peu de gender, hein, si on peut dire. Hein. C'est vrai que les échecs, c'est la bataille, c'est le calcul, c'est les maths. Les maths, c'est les garçons. La littérature, c'est les filles. Il y a un côté quand même un peu. Les parents vont peut-être plus encourager les garçons dans cette voie. Après, je pense qu'il y a l'accueil. Il y a l'accueil, encore une fois, si une fille arrive et elle est entourée par 15 garçons, bon, ça va pas l'enthousiasmer forcément. Et puis après, il y a aussi le fait que en soi, l'activité échec est sans doute plus intéressante pour les garçons. Ce côté guerrier, combat, naturellement attire un peu plus les garçons. Donc il y a un peu tout ça. Donc on peut pas travailler sur cette partie-là, mais on peut travailler sur l'accueil. Je pense que plus on va former dans les milieux scolaires aussi, plus les filles vont être sensibilisées et plus vont venir dans les clubs. Donc je pense qu'il y a un travail. Le premier travail, c'est le travail dans le milieu scolaire, idéalement dans le temps scolaire, où là on peut. Alors effectivement, il y en aura peut-être moins, mais, mais moi je vois aussi qu'il suffit d'une fille, deux filles, puis ça attire les copines et il y a un cercle vertueux qui se met en place si elles se sentent bien. Donc il faut faire ce travail dans le temps scolaire, organiser des ponts avec les clubs, ce qu'on
on essaye beaucoup de faire avec l'aide de la mairie. On a 4-5 tournois dans l'année, des tournois scolaires qui permettent de sortir les enfants de l'école et de les rapprocher du club. Donc faire un beau tournoi, présenter le club, parler aux parents, c'est l'occasion aussi de les amener vers les clubs. Oui, merci Marc. Alors justement, on avait une petite question par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit que tu as constitué un groupe féminin à la suite du confinement, et on nous demande combien de temps doivent durer ces cours, enfin ces cours entre femmes du coup. Alors ces cours, nous ce qui a très bien marché, c'est le soir. Donc on l'a fait 20h30, c'est 1 heure, on a fait 1 heure, 20h30, 21h30. Quand les devoirs, le repas, les enfants sont ou couchés ou prêts à l'être. Donc ça marchait très bien, 20h30, 21h30, 1 fois par semaine. Nous, c'était le mercredi. Et c'est voilà, et ça a vraiment, vraiment bien pris. Le point, comme je disais, c'est le plus difficile après, et je pense que même après le confinement, on l'a gardé, on le garde encore maintenant. C'est-à-dire qu'on a encore en cours le mercredi, 20h30, 21h30, avec beaucoup de femmes. Maintenant, c'est le même groupe, donc on a accepté quand même aussi quelques hommes maintenant. C'est plus que des filles, mais le groupe initial est toujours là. Et on continue à le faire parce qu'elles ont plus de mal à aller dans le club physiquement. C'est compliqué pour elles. Elles ont beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et donc, on a mis en place aussi une adhésion avec des cours virtuels. On a vraiment mis en place une offre virtuelle. Et ça marche très bien. Et par contre, on a un cours ensuite adultes débutants physique le samedi après-midi, où les plus motivés viennent. Donc sur la vingtaine qui suivent les cours le mercredi, il y en a 4-5 qui viennent ensuite physiquement le samedi. Les autres continuent le mercredi. Et pour elles, on essaie de faire 2-3 fois par an, voilà, des petits moments conviviaux physiques pour quand même créer ce lien avec le club et les voir, dialoguer avec elles au-delà de juste ce point virtuel. Ce sont des femmes qui sont venues au club dans un effet jeu de la dame, où il y a eu des animations pour aller vers elles. Comment est-ce qu'elles sont arrivées au club? On a beaucoup joué sur le jeu de la dame. On a beaucoup communiqué sur les mamans des enfants qui jouent. Il y a beaucoup de mamans aussi, hein. C'est une population qui est intéressée. Enfin, elles voient leurs enfants jouer, elles ne comprennent pas trop, elles ont envie de comprendre, mais voilà, comme je disais avant, elles s'auto-censurent. Donc là, ça leur permet de découvrir les échecs. Elles sont contentes parce qu'elles comprennent mieux comment leurs enfants jouent. Et c'est aussi une façon de les amener à ça, hein. On leur a vendu aussi comme ça, hein, en disant soyez un peu acteurs aussi quand vous accompagnez vos enfants dans les compétitions, comprendre ce qui se passe et tout ça. Donc, suivez cette initiation. Et donc voilà, c'est les deux. Donc on a fait beaucoup de pubs avec Jeu de la Dame sur Internet, sur Facebook, sur les groupes Facebook, les groupes Instagram locaux. Donc, nous, c'est parents de Saint-Maur, entre Saint-Mauriens, avec des cours au départ gratuits. Donc on faisait des sessions de 6 semaines gratuites, d'une vacance à l'autre en fait. De septembre à novembre, ensuite de novembre à janvier. Chaque fois pendant une période, c'était gratuit, découverte, et ensuite on leur proposait un abonnement pour continuer si elles le souhaitaient. Et globalement, 80% des personnes ont continué après. Et c'est à la fois gratuit, c'est quand même local, soit par les réseaux sociaux locaux, et c'est les parents du club. Isabelle, est-ce que tu es d'accord sur l'importance de la convivialité du coup? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut être vraiment tout simple, ne fût-ce que dire bonjour.
dans un club d'échecs, c'est pas forcément absolument évident. Donc oui, c'est important. C'est pour ça qu'au club, je suis très contente qu'on ait des jeunes en service civique qui sont là justement pour mettre un peu de lien et de sympathie et d'accueil auprès des personnes qui poussent la porte du club. Donc ça, je crois que c'est très important. Et puis pour les petites filles et les jeunes filles, on va inaugurer au mois de mai, quand on va faire un tournoi de rapide, une occupation différente des temps morts entre le moment où toutes les parties sont finies d'une ronde et le moment où la ronde suivante démarre. On a observé que dans ces tournois-là, pour les enfants, il y a des garçons et des filles qui jouent, et les garçons vont jouer à l'extérieur, ils tapent au ballon, il y en a toujours un ou deux qui a apporté un ballon, et ils jouent au foot, et les filles sont là à attendre tranquillement, et on voudrait proposer de briser un peu cette sphère en proposant des jeux vraiment mixtes qui permettent aux enfants, filles comme garçons, de se détendre, de se défouler, parce que je pense que c'est ça le rôle du jeu de ballon, mais où les filles ne soient pas exclues, typiquement du frisbee, un concours de trottinette ou des choses comme ça, pour que filles et garçons puissent, entre les interrondes, se vider la tête, changer. Alors évidemment, si les enfants veulent regarder leur partie ou pratiquer, discuter, etc., ils peuvent, mais on voudrait faire ça pour justement essayer de créer ce que disait Marc, des temps différents et qui ne soient pas uniquement réservés aux garçons. Voilà. Et ça, j'espère beaucoup on va bien observer comment ça se passe et j'espère que ça aura un impact bénéfique sur les filles qui diront la prochaine fois, je reviens, je referai ça, ou qu'elles-mêmes proposent d'autres types d'activités qui soient vraiment mixtes. Voilà. Donc, pour essayer de faire des groupes, effectivement, qu'il n'y ait pas uniquement une notion de compétition, on joue ensemble aussi, et pas forcément contre quelqu'un. Oui. Après, il y a l'autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est pour le coup la compétition et l'accompagnement, la progression des filles dans la compétition, parce qu'il y a quand même des débutants, des petits, tout ça, mais il y en a quand même quelques-unes qui font de la compétition, sont là pour gagner. Et là, on l'a évoqué un peu, je pense que moi, je le constate quand même tout le temps. Là aussi, il y a un peu cette conviction des petites filles qu'elles sont moins bonnes que les garçons. Travaillent tout le temps à travailler la psychologie en disant non, t'es pas moins forte. C'est assez étonnant, je trouve, ce côté-là. Et ça existe à ce point-là? Ouais, moi je trouve quand même qu'il y a une dévalorisation, enfin un complexe d'infériorité là-dessus assez vite. Et pour le coup, je pense que les tournois mixtes, comme le championnat d'Île-de-France là, permet quand même de se rendre compte pour les filles qu'elles rivalisent avec les garçons, elles battent les garçons. C'est pour ça que moi, je milite au moins jusqu'à l'Île-de-France. Bon, France, c'est autre chose, mais au moins une compétition régionale, que ce soit mixte, parce qu'il faut... voilà, si elles ne jouent que entre elles en compétition, quand elles jouent contre des garçons, elles partent perdantes. Enfin, beaucoup, je ne vais pas généraliser, mais souvent, elles partent perdantes et il y a un travail déjà de dire, mais non, pas parce que c'est un garçon en face que tu vas perdre, quoi. Et donc ça, voilà, ça c'est aussi un travail qu'il faut faire, et je pense que les tournois mixtes, emmener les filles aussi dans des tournois, ça leur permet non seulement de progresser parce qu'elles affrontent aussi des gens plus forts, tout ça, mais aussi de gagner confiance en elles, et ça c'est assez important. Je crois qu'il faut aussi faire le travail, entre guillemets, inverse, ou plutôt miroir. Oui. On entend les garçons qui disent « Ah, tu joues contre une fille, c'est facile ». Exactement, tu as tout à fait raison.
Alors, faut faire, tu as entièrement raison, parce que ça, on l'entend tout le temps. Hein, c'est fastoche. Pris par les parents, les entraîneurs, les arbitres, n'importe quel adulte qui passe dans le coin et qui entend une réflexion comme ça, il faut qu'il s'insurge parce que c'est pas tolérable. D'ailleurs, un garçon qui perd contre une fille, c'est autrement plus honteux qu'un garçon qui perd contre un garçon. Voilà, il a perdu, puis voilà, c'est tout. Quoi. Ouais. Donc, tu as raison. C'est vraiment dans les deux sens qu'il faut travailler ça. Mais voilà, je pense que c'est important et je sais pas. Alors, c'est une toute petite corrélation, mais je pense que la chute à l'adolescence, au-delà du côté adolescent, tout ça, c'est un peu à cause de ça, parce que pour plein de raisons. Elles ont moins progressé, enfin elles se sentent de plus en plus nulles. J'exagère un peu, et donc elles vont arrêter parce que voilà, elles progressent pas, elles perdent contre les garçons, elles se font dévaloriser. Enfin, donc je pense que c'est un tout. Et est-ce qu'on pourrait pas, alors là je vais me permettre de reprendre une idée qui a été évoquée dans de discussions que j'ai eues avec Aude Saubrier, c'est une idée de Aude. Elle disait, mais finalement on dit toujours les échecs c'est un jeu guerrier et donc ça va bien aux garçons parce qu'ils ont l'esprit de compétition, ils ont envie de gagner, etc. Mais en fait, elle dit, mais les échecs, d'accord c'est un jeu où il y a une personne qui gagne et une personne qui perd, sauf nul, mais c'est aussi un jeu où on peut rester, où il faut rester assis 4 heures sans bouger, en se concentrant, en réfléchissant, en montant patiemment une attaque, une stratégie, une finale. Et ça, c'est typiquement des valeurs, entre guillemets, de l'école des filles, où elles sont studieuses, où elles apprennent, où elles sont patientes, où elles sont impliquées. Donc, comment se fait-il que cette image guerrière des échecs soit la seule qui soit valorisée, alors qu'en fait, si on disait, ben voilà, c'est une activité, seulement il faut que votre garçon il reste assis tranquille 4 heures sur une chaise, là tout le monde va dire, mais non, c'est pas possible. Et en fait, c'est aussi ça les échecs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une image des échecs à changer? Oui, je pense que là encore, par l'école et par l'enseignement des échecs sur le temps scolaire, où on l'approche par les vertus pédagogiques, vertus de réflexion, de mémorisation, de concentration, ça peut aussi casser un peu cette image-là, parce que je pense, nous on ne le fait pas, donc je pense que c'est quand même général. On n'enseigne pas les échecs comme un jeu guerrier, tout ça dans l'école, on le prend par ses vertus pédagogiques. Et voilà, moi je suis de toute façon convaincu que l'avenir, le développement des échecs passera par le développement au maximum sur le temps scolaire, et justement on va casser cette image de jeu guerrier par plutôt un jeu de vertu pédagogique qui permet de faire de développer tous les moyens cognitifs des enfants, et en ça on pourra influer, je pense, sur l'image. Est-ce qu'on ne pourrait pas y rajouter, dire que les échecs, une partie d'échecs peut être belle, peut être artistique, qu'elle nécessite beaucoup d'imagination, qui sont aussi des qualités des personnes qui jouent aux échecs, c'est clair, mais qu'on ne met pas forcément systématiquement en avant, je trouve. Alors il y a aussi une idée que percutait Aude Saubrier, justement, c'est vraiment l'importance de l'accueil des adultes débutants et débutantes. Parce que là, il y a aussi un vivier, que ce soit de joueurs ou de joueuses. Et pour avoir été président de club, je sais aussi que l'importance également des locaux. Je pense que les femmes sont encore peut-être plus sensibles que les hommes
à ça, hein, notamment, c'est Sonia qui le disait, notamment par exemple l'état des sanitaires parfois, ou encore les clubs qui jouent dans des bars. Donc il y a vraiment un effort et ça influe directement, je pense, sur le fait qu'on ait envie, d'ailleurs, homme ou femme, hein, de pousser la porte d'un club. Et comme le disait justement Isabelle, aussi l'importance de l'accueil, du premier accueil pour faire bonne impression. Donc à l'échiquier grenoblois, effectivement, on a la chance d'avoir des services civiques, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont pas forcément toujours dire bonjour ou lever la tête. Et j'avoue que souvent on dit la première impression, c'est la bonne. Et c'est vraiment quelque chose qui semble fondamental dans l'accueil. J'aime bien, on n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une première bonne impression. Tout à fait, Marc. Mais oui, non, mais tu as raison. Après, je vais pas aller dans la caricature, mais le joueur d'échecs peut parfois être un peu austère, on va dire, en étant politiquement correct. Et c'est vrai qu'il faut que tous collectivement, on travaille là-dessus, effectivement, sur l'accueil, sur l'accompagnement. C'est vrai que si quelqu'un arrive et 4 personnes jouent et personne lève le nez et vont jouer pendant une demi-heure, ben la personne va se dire mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc voilà, il faut que chacun, alors peut-être mettre aussi c'est un peu bête, mais mettre des règles de bonne conduite et voilà, rappeler aux membres du club en disant voilà, c'est le travail de tous, un peu de bien accueillir des nouvelles personnes, proposer un café, discuter un peu. Encore une fois, c'est pas que juste viens t'asseoir et joue et je vais te massacrer. C'est voilà, c'est dialoguer, discuter, échanger. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, je pense. Et voilà. Bon, voilà, une charte ou des rappels un peu des présidents à leurs joueurs là-dessus, ça peut pas faire de mal, on va dire. Et ça peut aussi, je pense, pour revenir à l'aspect féminin, je me souviens pendant la campagne électorale de la FFE, il y avait une des soirées à laquelle j'avais assisté où quelqu'un disait pour les jeunes, pour passer d'enfants, adolescents jusque vers seniors, il faut pouvoir les responsabiliser, il faut pouvoir leur donner des responsabilités, proposer à un jeune d'être capitaine d'équipe ou de faire de l'arbitrage ou de prendre, je ne sais pas, même des responsabilités de secrétaire dans un club. Et je pense que ça peut aussi être une façon de fidéliser certaines femmes, certaines joueuses, qu'elles aient envie de rester dans le club sans que ce soit une charge trop lourde, parce que on connaît tous la personne qui est présidente de club, qui aimerait arrêter, mais qui ne peut pas arrêter parce qu'il n'y a personne pour la remplacer, etc. Mais le fait de se dire, voilà, mais simplement de proposer à une femme d'être capitaine d'équipe. Moi, j'ai joué assez longtemps à la Tour Blanche, où il y avait plein de joueuses qui étaient capitaines d'équipe et des équipes mixtes, des équipes de Critérium, qui est une compétition de la Ligue d'Île-de-France. Moi, j'ai été capitaine d'une équipe de départementale ou de régionale. Enfin, voilà quoi. C'est s'il y a de la place pour ça, ça peut être pas mal, parce que moi, je me souviens de l'époque où j'étais féminine en nationale. Donc, je venais jouer parce qu'il fallait ce que j'appelle un joueur à 2 chromosomes X. Et je ne pouvais pas du tout prendre de responsabilité dans les équipes où j'étais. Il y a eu des équipes qui étaient vraiment conviviales, je m'entendais très bien avec eux, etc. Mais j'avais aucune chance de devenir capitaine dans ces équipes, puisque c'était des gens qui jouaient très au-dessus de mon niveau. Et alors que quand j'ai pu commencer à devenir capitaine de petites équipes, bon, bien sûr, il y avait des moments où ça m'énervait,
mais il y a aussi des moments où j'ai dû demander des conseils. Qu'est-ce que je fais? Là, j'arrive pas à les joindre. Oui, bah alors ce que tu peux faire, c'est ça. M'habituer à simplement comment motiver le groupe, des choses comme ça. Et ça fait que moi, ce sont des responsabilités que j'aime bien. Ça met aussi en valeur et ça permet aussi de créer un lien, de se sentir à sa place dans un club, de créer vraiment sa place si on a l'occasion de faire ça. Et bien sûr, l'idée n'est pas de forcer des gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie, mais simplement donner des responsabilités, c'est aussi un truc qui fait qu'on reste dans un club. Et je pensais aussi à l'arbitrage. Bon, moi, je suis devenue arbitre d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire, j'avais un compagnon qui jouait aux échecs depuis qu'il avait 14 ans. Et ça arrivait assez régulièrement que soit on me parle de façon très désagréable, et quand je rentrais le soir, je le racontais à mon copain et qui me disait « Mais moi, on ne me parle jamais comme ça. Attends, je joue depuis que j'ai 14 ans, ça n'arrive jamais. » Ou qu'on me sorte des vieilles règles et dans des compétitions par équipe où il n'y avait pas d'arbitre, et que parce que la personne en face avait de l'autorité, j'ose pas vérifier sa règle ou des choses comme ça, des trucs du genre si une partie est commencée depuis 3 coups, on n'a plus le droit de la recommencer si les pièces sont mal placées, enfin des choses comme ça. Et en fait, moi je suis devenue arbitre au départ pour me défendre, pour plus qu'on me sorte des vieilles règles qui n'existaient plus, pour pouvoir dire, parce que je me ressentais, j'ai l'impression que les hommes sont beaucoup plus aptes à dire c'est comme ça quand ils ne sont pas sûrs. Moi, je ne sais pas du tout dire c'est comme ça quand je ne suis pas sûre. Donc, j'ai eu besoin de devenir arbitre simplement pour être capable de me défendre. Et après, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'arbitrage et je suis montée en grade. Mais c'est clair que par rapport au complexe d'infériorité dont tu parlais, Marc, tout à l'heure, à avoir des notions d'arbitrage, faire un stage d'arbitrage, personnellement, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans l'idée que, bah non, la règle, je la connais, j'ai même passé un examen dessus. Voilà, et de moins me laisser intimider par certains joueurs, d'avoir plus le réflexe quand il y a un problème, de lever la main et d'appeler l'arbitre. Et voilà, tout ce qui est prendre des responsabilités et éventuellement faire un peu d'arbitrage, je trouve que ça peut être pas mal pour simplement que les femmes qui passent la porte du club, qui jouent un peu, aient envie de rester. Je pense que ça peut être quelque chose qui aide. Oui, effectivement. Bon, sinon, j'en profite, on est sur la fin, je vais aborder le sujet, enfin pas le sujet qui fâche, mais que tu as abordé un peu. Moi, je fais partie des gens qui sont assez farouchement contre l'obligation féminine dans les nationales, parce que je pense qu'effectivement, il vaudrait mieux, comme tu l'as dit, hein, et moi j'ai eu le cas aussi à Saint-Maur il y a 3 ans, hein, avec une joueuse qui voulait plutôt jouer à son niveau, dans des divisions en dessous, plutôt que d'être vissé au dernier échiquier de l'équipe 1 à jouer que contre des filles, parfois d'ailleurs contre personne parce qu'en face ils n'en avaient pas, ou contre la copine qui, pour pas avoir un forfait, joue le premier coup et abandonne. Ça, enfin, on l'a vu quand même. Et je pense que c'est démotivant aussi. Alors il y a dans le top 12 peut-être, mais en dessous, c'est plutôt moi j'ai plutôt vu des gens démotivés, des joueuses démotivées que des joueuses tirées vers le haut en se mettant au 8e échiquier d'une équipe où elles ont 400 points Elo de moins que tout le monde. Alors qu'elles seraient beaucoup plus épanouies 2 divisions en dessous, au 2e, 3e échiquier, contre des gens de leur niveau, garçons, filles, peu importe. Donc ça pour la compétition, voilà. J'en profite pour dire que c'est un sujet qui est abordé depuis pratiquement le début de la commission mixité. On en a beaucoup discuté avec la commission technique et j'espère qu'on va arriver
générer des idées et des modalités qui permettent justement d'éviter ce genre de problème que j'ai vécu moi-même, effectivement. 500 points d'écart avec le 7e échiquier et moins de 500 points d'écart entre le 7e et le premier échiquier en National 1. C'est très désagréable. On est d'accord. Eh bien, merci à tous. Donc, comme on arrive au terme de cette visio, donc on n'aura pas pu tout aborder, mais c'était très intéressant. Je retiens ce qu'a dit Sonia, puis notamment l'expérience très intéressante du club de Saint-Maur. Donc, ça donne des pistes. Déjà, d'ailleurs, dans le chat, il y en a qui nous ont dit qui nous disent qu'ils retiennent certaines bonnes idées. Mais du coup, dernier petit tour de table, si par exemple vous étiez président ou présidente de la FFE, quelle serait la décision que vous prendriez, si elle n'a pas déjà été prise, hein, pour justement développer l'essor l'augmentation du nombre de licenciés? Petite question piège, Isabelle, en qualité de présidente de la commission mixité. Bon, j'assume ce que je vais dire. La mixité des championnats départementaux, régionaux et nationaux des jeunes, puisqu'après il faut passer aux championnats européens, mondiaux et de la FIB qui ne sont pas mixtes, une sélection après les championnats d'un certain nombre d'enfants en disant, ben voilà, il y a tant de qualifiés, garçons ou filles, pour le championnat mixte européen, et puis ensuite, dans les filles qui restent, il y a un certain nombre de qualifiés pour le championnat féminin, européen ou mondial, mais toutes les filles auront joué avec les garçons, tous les championnats depuis le département. Apprendre à jouer ensemble, encore une fois, et à rencontrer d'autres joueurs. Voilà. Alors Isabelle, il y a une petite suggestion là qui vient d'arriver dans le chat, je ne sais pas ce que tu en penses. Pourrait-on organiser un tournoi d'échecs où tous les joueurs sont déguisés, où l'on ne sait pas s'ils sont filles ou garçons? Alors en fait, ça se fait déjà sur l'e-chess. Quand vous jouez contre quelqu'un qui a un pseudo, vous ne pouvez absolument pas savoir si c'est un garçon ou une fille. En principe, il y a beaucoup de pseudos qui ne sont absolument pas genrés. Et puis même si vous connaissez ce joueur ou cette joueuse sur l'e-chess ou chess.com, etc., rien ne vous dit que la personne qui joue en face, c'est bien celle-là, ou qu'elle n'a pas passé ses identifiants à quelqu'un. Et donc je pense que les tournois sur l'e-chess purement féminin, ça n'a pas de sens. Donc en fait, on fait déjà des tournois où les gens sont déguisés, ils sont cachés derrière l'ordinateur. Ça existe, tout à fait. D'accord, bien répondu, merci. Marc, du coup, Ouais. si tu étais président de la FFE, quelle serait la mesure phare que Ça tu serait une prendrais? mesure phare, je ne sais pas, mais moi, j'organiserais, de toute façon, alors je vais élargir même le débat au-delà de la mixité, mais pour la mixité aussi, j'organiserai des formations pour les dirigeants des clubs. Formation à l'accueil, on en a parlé, au développement. Au développement, il faut le premier vivier de joueuses, c'est les sœurs, c'est les mères des joueurs qui sont là. C'est ensuite, voilà, il faut expliquer. Je pense qu'il faut accompagner les présidents qui sont parfois un peu seuls, un peu dépassés, ils n'ont pas le temps. Enfin, il faut leur donner quelques clés pour faciliter l'accueil, le développement. Peut-être certains, les cours sur Skype, enfin Visio, tout ça, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc voilà, il faut aussi aider les présidents en leur donnant les clés pour qu'eux-mêmes relayent localement ce développement. Merci Marc. Donc Sonia, si tu étais présidente de la FFE, qu'est-ce que tu privilégierais? Bon, personne ne m'élirait présidente de la FFE, hein, ça je sens ça, mais présidente d'échecs et mixte, oui, mais présidente de la FFE, je ne pense pas. Mais je pense que, je ne sais pas si ce serait pour augmenter le nombre de licenciés, mais dans l'idée de ce que dit Marc, de l'échange d'informations.
Ça, voilà, moi j'ai arbitré en province, enfin en région, j'ai arbitré sur bref, ça m'a permis de. J'ai découvert, par exemple, j'ai un ami qui arbitre dans le sud, en PACA, et par exemple là-bas, ils utilisent énormément des choses comme PapiWeb où on saisit ses résultats soi-même, ce qu'on fait quasiment jamais en Ile-de-France. Je ne vois jamais PapiWeb en Ile-de-France. Des choses comme ça, mais le simple fait d'échanger des informations permet de tester des choses. Là, par exemple, cette année, on a au championnat Île-de-France, toute la catégorie U8 devait noter ses parties. Et ça s'est très bien passé. C'était à 4 exceptions près, quoi. Sur 130 enfants, ils ont tous noté leur partie. C'était impeccable. Et moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup demandé. Et ça peut paraître un détail, mais ça permet de mieux mettre les joueurs à égalité, quoi. Entre un joueur qui note et un joueur qui note pas, il y a vraiment, je trouve, une différence. Et ça, c'est des choses où j'ai découvert que c'était possible de faire différent de ce qu'on faisait en Île-de-France, parce que je me suis fait des copains, des copines dans d'autres ligues. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que quelqu'un qui avait une responsabilité dans une ligue ne savait pas qu'il pouvait faire quelque chose que quelqu'un qui a la même responsabilité dans une autre ligue faisait. Enfin, il y a quelque chose au niveau de l'échange d'informations et où en même temps, ce serait bien d'avoir des outils et des techniques pour gagner du temps parce que les présidents de clubs sont souvent des gens très, très pris, très, très occupés. Mais simplement, c'est vrai que dans ce que raconte Marc, l'idée de faire des formations, ne serait-ce qu'apprendre à déléguer. Moi, j'ai eu des activités associatives où on m'a appris à déléguer en me disant il ne faut jamais faire 90% d'une tâche et laisser juste 10% à la personne à qui on va déléguer, parce qu'elle aura juste un os à ronger, elle sera démotivée, on dira ah ouais, mais j'ai fait quasiment tout sur ça, il n'est pas fichu de finir. Si on veut déléguer à quelqu'un, il faut que la personne ait un champ pour pouvoir faire les choses à sa façon et ça le motivera beaucoup plus, quoi. Des exemples comme ça où simplement arriver à se dire voilà, lui il fait comme ci, elle fait comme ça peut vous donner des idées pour vos propres méthodes. Voilà. Mais ça n'a rien de spécifiquement féminin, mais par rapport à voilà, c'est ce qui me vient. Eh ben, merci Sonia, merci à tous les participants, donc à Isabelle, Marc, Sonia, donc dommage que Aude n'ait pas pu se joindre à nous. Merci à ceux qui ont posé des questions, donc il y a peut-être des questions qui vont arriver après. Donc le replay de cette visio sera disponible, on la mettra sur une chaîne YouTube et sur le site de l'Échiquier Grenoblois. En tout cas, au plaisir de vous rencontrer bientôt et merci encore à tous pour vos apports très intéressants. Bonne soirée. Merci à beaucoup. tous. Au revoir.